Si tu entends quelqu'un rire trop fort dans une salle d'examen à l'université de Lagos, c'est peut-être que la vie est en train de lui promettre une blague plus grosse encore que ses rêves. Lagos, ce soir-là, brillait comme une calebasse polie au soleil. Victoria Island étirait ses tours de verre vers le ciel, pendant que les vagues frappaient la côte avec cette insistance qui ressemble à l'ambition. L'air sentait le carburant, la mer et l'argent frais, et Unilag, accrochée comme une reine sur son trône, vibrait sous les rires, les révisions de dernière minute, les talons qui claquent et les moteurs ronflants des voitures trop chères pour de simples étudiants. Au milieu de ce manège, Zénab, 21 ans, peau claire comme du beurre de karité, yeux qui ne baissent jamais, foulard noué avec précision et sac à main qui brillait comme une promesse, marchait avec le pas assuré de celles qui ont juré de ne jamais rentrer à Kano les mains vides, pas tant par orgueil que par fatigue de voir leur mère compter les pièces du commerce à la fin de chaque semaine. Ses amies Amina et Fatima l'accompagnaient comme deux lunes autour d'une étoile, moqueuses et protectrices à la fois, et leur conversation, épicée de Haoussa et de Pidgin, dansait comme un suya bien pimenté sur une grille au crépuscule. Zénab, Wallahi, toi tu ne viens pas chercher diplôme, tu viens chercher Range Rover, disait Amina en plissant les yeux. Zénab, sourire éclatant, répondait, et, si la vie me donne chance, je prends diplôme et Range Rover, pourquoi je dois choisir, hein? Fatima poussait un petit rire en hochant la tête, tu vois, les Gorses aiment ceux qui savent faire leur marché. Mais les Gorses, c'est aussi un lion, si tu joues avec sa moustache, il te croque. Et les trois éclataient de rire en passant devant la bibliothèque climatisée, où la lumière bleutée donnait au visage studieux des allures de poissons rares. Autour d'elle, des filles aux perruques lustrées et des garçons en sneakers flambant neufs, des flyers pour des soirées sur des rooftops avec Digistar, des slogans d'entreprises pétrolières promettant des bourses à ceux qui innovent pour l'Afrique, des parfums chers se mélangeant à l'odeur de la pluie récente sur l'asphalte. Tout récitait la même prière silencieuse, réussir vite, briller fort, effacer la fatigue des origines. Zénab, le soir, révisait son marketing en surlignant comme on maquille un visage, et le matin, elle choisissait sa tenue comme on prépare une stratégie. Une femme belle est un CV qui se lit sans lunettes, disait souvent sa tante à Kano, mi-plaisanterie, mi-leçon. Ces mots suintaient dans la tête de Zénab quand elle croisait, devant le centre de conférence, un cortège de berlines aux vitres fumées. Ce jour-là justement, le campus se mit à chuchoter comme un marché un dimanche. Alhaji Moussa Bello, le géant du commerce de pétrole, patron à la barbe soigneusement taillée, cafetan cousu à Dubaï, sandales qui claquent doucement sur le marbre, venait sponsoriser un séminaire sur l'entrepreneuriat responsable. Responsable de faire rêver, surtout. Son arrivée fut une mise en scène. D'abord l'odeur d'un parfum boisé qui annonce l'homme avant son ombre, puis les silhouettes sèches de deux assistants portant des dossiers, puis le sourire lent d'Alhaji, le genre de sourire qui ne montre pas les dents mais montre le pouvoir, et enfin les regards qui s'alignent comme des soldats. Les garçons pour prendre modèle, les filles pour se placer dans l'angle de la lumière. Amina murmura, Alaya qui est, on dirait que même la brise a mis son gel pour l'accueillir, et Fatima répliqua, quand l'argent passe, même la poussière se tient droite. Zénab, elle, ne fit pas semblant de détourner les yeux, elle regarda, franchement, avec cet aplomb qui est un atout plus précieux qu'un bracelet. La ville autour mettait tout en scène, Eco-Atlantique profilait ses immeubles comme un futur déjà là, les qui vibraient de restaurants où l'on paie davantage l'ambiance que la nourriture, Banana Island, loin mais pas si loin, chuchotait son luxe comme un conte interdit que tout le monde connaît. Sur le campus, les petites reines, de toutes origines refaisaient le monde sur Instagram à coups de filtres dorés, et les princes autoproclamés comptaient leurs followers comme on compte des stocks. Dans ce théâtre, Zénab n'était ni la plus riche ni la plus brillante, mais elle avait cette audace qui brise les portes, et un instinct pour flairer les occasions comme on flaire la pluie avant qu'elle tombe. Près de l'auditorium, un stand offrait des mocktails aux invités. Zénab, verre à la main, ajusta son foulard couleur émeraude, se posa là où il fallait, pas trop près pour paraître affamé, pas trop loin pour passer inaperçu. Le discours d'Alhaji roulait comme une Mercedes sur route neuve. Je crois en la jeunesse, je crois en les Gorses, je crois en celles et ceux qui transforment une poussière en brique, disait-il, et chaque phrase tombait dans la salle comme une pièce d'or dans un bol vide.
On applaudissait avec chaleur, on riait aux anecdotes, on s'enregistrait avec des stories légendées, future in motion. Lorsque la foule se dispersa, Zénab sentit ce petit courant d'air qui annonce parfois le destin. Al-Haji tournait la tête dans sa direction, non pas d'un de ces balayages généraux qui attrapent tout le monde, mais d'un regard qui choisit. Elle soutint ce regard sans trembler. Amina, à mi-voix, tu joues avec le feu, Zé. Fatima, le feu, c'est bien quand on sait cuisiner. Et Zénab, sourire tranquille, je sais faire bouillir l'eau, c'est déjà un début. Autour d'elle, la vie de campus suivait ses strates, les doctorants parlaient de publications, les influenceuses de placement de produits, les fils à papa d'immatriculation à Dubaï, les fils à personne de bourses improbables. Mais l'écorce n'est pas seulement luxueuse, elle est lucide, et dans ses reflets se cache toujours une ombre. Zénab le savait sans le formuler, comme on sait que les vagues reviennent même quand on ne les regarde pas. Elle rentra au dortoir ce soir-là avec un pressentiment qui avait le goût du sucre et du piment. Elle téléphona à sa mère à Kano, prit des nouvelles du commerce, promit d'envoyer un peu d'argent dès que sa bourse tomberait, écouta la voix fatiguée mais solide de Fatima Senior, puis resta longtemps sans parler, les yeux sur la fenêtre où la ville jetait ses diamants de lumière sur la lagune. Allongée sur le lit, elle se remémora les petites humiliations devenues moteurs. Le proviseur de son lycée qui disait « fille trop fière », le cousin qui disait « les gorces, c'est pour les enfants des autres », les regards qui mesuraient sa valeur en ERA. Elle se fit la promesse simple qui la suivait depuis l'enfance « je ne laisserai pas la vie me parler de haut ». Au matin, elle sortit avec une robe ivoire, discrète dans la coupe méchère dans l'œil, et un parfum léger de dattes et de fleurs blanches. La journée recommença ce tic-tac brillant qui donne l'illusion que le temps est une carte bancaire sans plafond. Midi trouva Zénab au réfectoire chic près de la Gounfron, consommant un plat qu'elle photographia plus qu'elle ne le mangea, Amina racontant une anecdote sur un professeur qui confond les noms et donne des points aux plus souriants, Fatima lançant des proverbes comme des flèches, la chèvre qui se tient droite n'a pas peur du photographe. Tout semblait léger, et c'est dans ces moments-là que l'écorce glisse le sérieux sous la danse. En fin d'après-midi, un message arriva sur le téléphone de Zénab, poli comme un gant de soir, « Votre présence a été remarquée. J'aimerais échanger sur vos ambitions. » 19h, Eco Hôtel et Suite, Salon Azur. Monsieur B, elle reposa l'écran, cœur calme mais battements accélérés, et se contenta de lisser sa robe pour cacher l'orage intérieur. Amina souffla, « Est-ce que c'est ce que je pense ?» Zénab répondit avec un rire presque silencieux, l'écorce a des oreilles. Fatima, plus grave, quand le miel coule, les fourmis arrivent. Ne te laisse pas emporter, Zé. Elle hocha la tête, sans le dire, elle ne se laisserait pas emporter, elle flotterait. Le soleil glissa derrière les tours, l'azur vira à l'ambre, la lagune devint un miroir sombre, et la ville, une promesse électrique. Quelque part, des moteurs ronflèrent, quelque part, un ascenseur s'ouvrit sur un couloir parfumé. Mais pour l'instant, toute Unilag retenait son souffle dans cette seconde suspendue où un choix, sans bruit, se met en place. Zénab, reine de son propre film, referma le gloss, glissa son téléphone dans son sac et marcha, droite, dans une légorce qui applaudissait en silence, tandis qu'au loin, derrière les vitres fumées d'une voiture stationnée comme un félin au repos, un regard patient écrivait déjà la suite. Zénab passa l'après-midi à tourner en rond dans sa chambre du campus, comme une lionne enfermée, le message d'Al-Haji Moussa sur son téléphone clignotant encore dans son esprit, promesse et menace à la fois. Elle ouvrit sa petite valise en métal cabossé et étala ses robes comme si elle préparait une guerre. Amina, assise sur le lit d'en face, mâchait bruyamment du chewing-gum et lançait des phrases piquantes. Zé, tu sais bien que ce genre d'homme ne t'appelle pas pour te parler de tes ambitions scolaires, hein. Fatima, plus douce mais tout aussi méfiante, ajouta en serrant son foulard, l'écorce à deux visages. Celui qui brille et celui qui mord. Mais Zénab, concentrée, se maquilla devant le petit miroir ébréché. Elle avait ce mélange de peur et d'excitation qui donne des ailes à l'orgueil. Elle savait qu'elle marchait sur un fil invisible, tendu entre le rêve et le gouffre, mais son cœur répétait une seule phrase, « Je ne rentrerai pas à Kano comme je suis venue ». Lorsque 19h approcha,
elle quitta le campus dans un Uber climatisé, les yeux rivés sur les vitres où se reflétaient les lumières électriques de Legors. Le chauffeur, un vieux Yoruba aux yeux fatigués, lança un proverbe comme pour elle seule: quand une chèvre se promène dans la maison du lion, c'est qu'elle croit que le lion est son ami. Zainab ne répondit pas. Elle se contenta de sourire légèrement, ajustant son parfum sucré, ses bracelets qui tintaient doucement, comme pour annoncer qu'elle entrait dans un monde nouveau. La voiture se gara devant l'imposant Eco Hotel et Suites, bâtiment illuminé comme un navire posé au bord de l'océan. Le portier en uniforme ouvrit la porte avec un geste trop respectueux pour une simple étudiante. Elle traversa le hall marbré, ses talons claquant comme un tambour de guerre, les lustres au plafond déversant une pluie de lumière dorée sur ses épaules nues. Elle se sentait petite et grande à la fois, écrasée par le luxe mais soutenue par la conviction qu'elle méritait ce décor. Dans le salon azur, tout était raffinement, nappes immaculées, verres de cristal, orchestre discret jouant du jazz doux, serveurs glissant comme des ombres. Alhaji Moussa était déjà là, assis dans un fauteuil capitonné, vêtu d'un cafetan blanc qui reflétait la lumière, son poignet cerclé d'une montre suisse dont l'éclat valait une maison à canot. Il se leva lentement quand il la vit, et son sourire s'ouvrit comme une porte. « Et Zainab, ma fille, bienvenue dans ma table. » Sa voix grave résonna dans ses os. Elle inclina légèrement la tête, comme une actrice entrant en scène. Ils dînèrent dans une lenteur calculée. Le milliardaire parlait avec une assurance tranquille, parsemant ses phrases de proverbes détournés. La beauté, c'est comme l'or. On ne la cache pas dans un sac de jute. Le monde appartient à ceux qui osent boire le champagne, pas à ceux qui se contentent de l'eau. Chaque mot tombait comme une pièce d'or dans la coupe de ses ambitions. Le repas était un spectacle, langoustes grillées nappées de beurre, vin rouge qu'elle n'avait jamais goûté, desserts décorés comme des bijoux. Zainab, qui connaissait seulement les plats de riz du réfectoire, se sentait comme une princesse dans un conte. Mais son esprit restait éveillé, notant chaque détail, la façon dont il ne la quittait pas des yeux, le léger silence qui suivait ses rires, comme si derrière le charme se cachait une attente plus sombre. Vers la fin du dîner, il lui offrit un coffret de velours. Elle l'ouvrit et découvrit un collier étincelant, des pierres qui scintillaient comme si elles brûlaient. Elle posa la main sur sa poitrine, bouleversée. « Alhaji, je ne mérite pas ça. » Il rit doucement. « Personne ne mérite rien dans ce monde, ma fille. On prend ce que le destin nous offre. » Ces mots résonnèrent en elle comme une prophétie. Après le repas, il lui proposa de monter. Elle hésita une fraction de seconde, mais déjà ses pas suivaient les siens dans l'ascenseur silencieux, leurs reflets se multipliant sur les parois métalliques. Arrivée dans la suite présidentielle, Zainab découvrit un monde qu'elle n'avait vu que dans les films, draps de soie blanche, terrasse ouverte sur l'océan, champagne glacé près dans un seau d'argent. La vue sur les gorges de nuit était un océan de lumière, comme si chaque étoile avait décidé de descendre s'installer sur terre. Zainab sentit une ivresse plus forte que l'alcool lui monter à la tête. Elle se croyait au sommet du monde, une héroïne qui venait de conquérir sa victoire. Alhaji Moussa s'approcha d'elle, ses gestes lents, mesurés, presque rituels. Il parlait bas, comme un imam chuchotant une prière. « Tu es spéciale, Zainab. Tu es différente. » Ces mots glissaient comme du miel, mais ses yeux, sombres et perçants, semblaient sonder au-delà de sa chair. La nuit se déroula comme un rêve dont on sait déjà qu'il se transformera en cauchemar. Zainab se laissa emporter par la chaleur des draps, par les bijoux déposés sur sa peau, par la promesse implicite d'un avenir riche et sans limite. Elle crut toucher le paradis, convaincue que cette rencontre était la clé d'une vie nouvelle. Dans les couloirs du campus, au même moment, ses amies Amina et Fatima commentaient son absence, mi-inquiète, mi-jalouse. « Elle est partie goûter au miel des hommes riches, » dit Amina. Fatima, plus grave, murmura, « Parfois, le miel cache le venin. » Mais Zainab, là-haut dans la suite, riait doucement, sûre que le destin lui souriait enfin. Au matin, quand la lumière du soleil pénétra par les grandes baies vitrées, elle ouvrit les yeux sur un décor de luxe. Le milliardaire dormait paisiblement, comme un roi satisfait.
Elle se leva doucement, observa son reflet dans le miroir, caressa le collier à son cou et se dit à voix basse, « C'est le début. » Elle crut voir dans ses yeux un éclat nouveau, comme si la ville de Légors elle-même lui avait accordé son sceau. Elle quitta la suite avec une démarche fière, descendit les marches de marbre comme une reine qui prend possession de son trône. Quand elle rejoignit le campus, ses amis l'attendaient déjà. Elles éclatèrent de rires moqueurs en la voyant, flairant sur elle l'odeur du luxe. « Et Zénab, tu as brillé comme une lampe d'or hier soir. On a même vu ton snap au restaurant », lança Amina en secouant la tête. Zénab répondit avec une assurance nouvelle, ce n'était que le début. Elle ne savait pas encore que chaque début cache une fin, et que dans les profondeurs de Légors, rien n'est jamais gratuit. 3 jours passèrent à Légors et Zénab, encore éblouie par la nuit dorée qu'elle avait passée dans la suite de l'Éco-Hôtel, marchait sur le campus comme une reine couronnée. Ses amis la taquinaient mais l'enviaient aussi. Elle ne manquait pas d'agiter son collier brillant et ses nouveaux talons comme des trophées. Son téléphone vibrait de messages qu'elle laissait souvent sans réponse. Elle se croyait au sommet de son destin, comme si la porte du paradis s'était ouverte une nuit pour elle seule. Mais déjà, son corps commençait à lui envoyer des signaux étranges. D'abord une simple gêne, une douleur sourde, presque discrète, qu'elle ignora en pensant qu'il s'agissait d'une fatigue passagère. Puis une démangeaison insupportable qui la fit se tordre en silence dans son lit. Quand Amina entra dans la chambre un matin et trouva Zénab assise, tremblante, serrant son pagne entre ses jambes, elle se figea. « Zé, qu'est-ce qui ne va pas ?» demanda-t-elle, inquiète. Zénab, le souffle court, répondit avec honte, « C'est rien, juste une petite infection. » Mais dans ses yeux se lisait une peur qu'elle ne voulait pas dire. Au fil des heures, la douleur s'intensifia. Une odeur étrange, lourde et insoutenable, commença à flotter autour d'elle. Fatima, en arrivant, fronça le nez et dit avec un mélange de dégoût et de compassion, « Ya Allah, Zé, qu'est-ce que c'est ?» Zénab s'effondra en sanglots. Elle avait essayé de regarder et ce qu'elle avait vu l'avait pétrifiée. Sa partie intime, sa fierté, son arme de séduction, se décomposaient. La chair semblait pourrie, noircie, comme rongée par un mal venu d'ailleurs. Et pire encore, de minuscules asticots grouillaient, vivants, s'agitant comme s'ils dansaient une fête macabre. Elle poussa un cri étouffé, un cri qui ne sortit jamais vraiment de sa gorge. Ses amis reculèrent, horrifiés. Amina porta la main à sa bouche. Fatima s'agenouilla, les yeux emplis de larmes. « Et Zénab, qu'est-ce que cet homme t'a fait ?» Mais Zénab n'avait pas de réponse. Elle revoyait la nuit brillante, les draps de soie, le champagne, les bijoux, et cette image s'entrechoquait avec l'odeur de pourriture et le grouillement des vers dans son corps. Sur le campus, les rumeurs commencèrent à courir plus vite que le vent de l'océan. Les regards se tournaient, les chuchotements s'élevaient. « Tu as entendu ? Zénab, la fille qui a passé la nuit avec Alhaji Moussa, est en train de pourrir. » Certains riaient cruellement, comme Légors sait rire du malheur des autres. Elle voulait Range Rover, elle a eu Range d'Astico, lança un garçon dans un coin, et ses amis éclatèrent de rire. D'autres secouaient la tête, plus sérieux. Ce n'est pas normal. Cet homme-là, il n'est pas comme les autres. On dit qu'il fait des choses sombres. Zénab, allongée dans sa chambre, pleurait, priant à voix basse, suppliant Dieu de la sauver de ce cauchemar. Chaque mouvement de son corps lui rappelait la réalité de ce qui se passait en elle. Son parfum, qu'elle avait porté avec fierté, ne servait plus qu'à essayer de masquer l'odeur nauséabonde qui la trahissait. Les draps de son lit devinrent son prison, imprégnés de honte et de douleur. Amina, malgré sa peur, tenta de la réconforter. « Peut-être que c'est juste une maladie. Tu dois voir un médecin. » Mais Zénab refusa, secouant la tête, le visage noyé de larmes. « Tu crois que je peux expliquer ça ? Tu crois que je peux dire à quelqu'un que mon corps est rempli d'asticots ? » Elle avait peur du regard des autres, peur que son secret devienne public. Mais déjà, il était trop tard. Légors, avec ses 1000 oreilles, avait tout entendu.
Ses amis l'imploraient de chercher de l'aide, mais Zénab restait enfermée dans son silence, rongée par l'idée que ce qui lui arrivait n'était pas une simple maladie. La nuit, elle revoyait le visage d'Alhaji Moussa. Son sourire calme, ses yeux perçants, ses phrases énigmatiques. Elle se souvenait de ce qu'il lui avait dit, dans ce monde, rien n'est gratuit. Et chaque fois qu'elle y repensait, un frisson glacé parcourait son corps. Elle commençait à comprendre. Les histoires qu'elle avait entendues sur les jeunes filles disparues du campus, les rumeurs de pactes occultes, tout cela prenait une forme dans sa chair pourrie. Elle n'était pas la première. Elle ne serait pas la dernière. Un soir, incapable de supporter sa douleur, elle se leva difficilement et se plaça devant le miroir. Son reflet lui fit peur. Son visage amaigri, ses yeux cernés, ses lèvres tremblantes, ne ressemblaient plus à la reine du campus d'il y a une semaine. Elle s'approcha et souleva son pagne, et ce qu'elle vit la fit presque s'évanouir. Les asticots grouillaient plus nombreux, comme si son corps était devenu une terre fertile pour la mort. Elle cria, mais ce cri resta enfermé dans les murs de la petite chambre. Fatima accourut et la serra dans ses bras, malgré l'odeur et l'horreur. « Tu ne vas pas mourir comme ça, Zé. » Mais Zénab, en larmes, chuchota, « C'est déjà fait. Je sens que je ne suis plus en vie. » Et au loin, derrière la fenêtre, la ville de Lagos brillait de mille lumières, indifférente à son malheur. Comme toujours, Lagos continuait de danser pendant qu'une âme se noyait dans l'ombre. Un soir où la douleur avait atteint un point insupportable et où même les larmes ne pouvaient plus soulager la brûlure qui rongeait son corps, Zénab prit une décision qu'Amina et Fatima jugèrent folle. Elle devait revoir Alhaji Moussa. Elle devait entendre de sa bouche ce qui lui arrivait. Ses amis tentèrent de l'en empêcher, mais sa détermination était plus forte que leur peur. Elle mit un grand boubou noir pour couvrir son corps affaibli et appela un chauffeur discret qui l'emmena jusqu'à Banana Island. La route lui parut interminable, chaque secousse de la voiture lui arrachant une grimace, mais elle tenait bon, agrippée à son sac comme à une bouée. Quand elle arriva devant la villa d'Alhaji, ses yeux s'écarquillèrent malgré la douleur. La demeure semblait flotter au-dessus de l'eau, entourée de palmiers illuminés et de murs d'un blanc éclatant. Les portes en fer forgé s'ouvrirent comme si on l'attendait déjà. À l'intérieur, tout respirait le luxe et la puissance. Des tapis persans étouffaient ses pas. Des tableaux d'artistes célèbres recouvraient les murs. Des chandeliers suspendus diffusaient une lumière dorée. Mais ce qui la frappa le plus, ce fut le silence. Un silence lourd, presque religieux. Alhaji Moussa l'attendait dans un immense salon, vêtu d'un cafetan immaculé, assis sur un fauteuil d'ivoire. Il leva les yeux vers elle et esquissa ce même sourire tranquille qui l'avait séduite quelques jours plus tôt. Mais cette fois, Zénab y eut une froideur glaçante. « Ma fille, tu es revenue, dit-il calmement, comme si tout cela était prévu. » Elle trembla, ses jambes vacillant, et se laissa tomber dans un fauteuil en face de lui. « Qu'est-ce que tu m'as fait, Alhaji ? Qu'est-ce qui m'arrive ? Cria-t-elle, la voix brisée. Il la fixa un long moment avant de répondre, d'une voix lente et posée. « Dans ce monde, rien n'est gratuit. La richesse demande sacrifice. Toi, Zénab, tu as goûté à ma table, et maintenant, tu es devenue une offrande. » Elle sentit son cœur se briser. Ses yeux s'emplirent de larmes. « Une offrande ? Mais je suis vivante, je souffre, je pourris. » Il secoua la tête. « Tu n'es pas en train de mourir. Tu es en train de m'offrir ce que la vie a de plus précieux, ta jeunesse, ta beauté, ton essence. C'est ainsi que mon empire survit. C'est ainsi que j'ai tout ce que tu as admiré. » Zénab resta figée, incapable de respirer. Elle comprenait enfin. Les bijoux, les voitures, les hôtels, tout ce luxe n'était pas seulement le fruit d'affaires. C'était le prix du sang et de la chair de jeunes filles comme elle. Elle baissa la tête, sanglotant. « Pourquoi moi ? Demanda-t-elle dans un souffle. Alhaji Moussa se leva lentement et marcha jusqu'à un mur où étaient accrochées plusieurs photos encadrées. Il fit un geste de la main. « Regarde. » Zénab tourna la tête et sentit son sang se glacer.
Les visages de jeunes filles souriantes la fixaient depuis les cadres. Certaines lui étaient familières, des étudiantes de son université disparues mystérieusement. D'autres lui étaient inconnues. Tout était belle, tout avait l'air figé dans un bonheur éternel, comme si la photo avait capturé leur dernière lumière avant l'ombre. Zeinab porta une main tremblante à sa bouche. « Ya Allah » murmura-t-elle. Mais son regard fut attiré par une photo au centre, plus grande que les autres. Elle s'approcha, les jambes vacillantes, et ce qu'elle vit la frappa comme un éclair. Le visage qui lui souriait depuis ce cadre n'était autre que celui de sa mère, Fatima Senior, beaucoup plus jeune, rayonnante, vêtue d'un pagne coloré. Zeinab chancela et dut s'agripper au mur pour ne pas tomber. Son esprit refusait de comprendre, mais son cœur savait déjà. Elle se retourna vers Alhaji, les yeux fous. « Ma mère ? Pourquoi ?» Il ne détourna pas le regard. « Ta mère a été choisie avant toi. Elle aussi a offert sa part. C'est pour cela que tu as grandi. C'est pour cela que tu es arrivé ici. Le pacte court dans ton sang depuis longtemps. » Zeinab s'effondra à genoux, secouée de sanglots. Elle comprit alors que son destin n'était pas seulement une erreur, une imprudence d'un soir. C'était une chaîne invisible qui liait sa famille à ce monstre, une malédiction transmise comme un héritage. Elle revit sa mère à Kano, son regard fatigué, ses mains calleuses, ses silences lourds. Elle comprit pourquoi parfois, dans ses yeux, brillait une lueur de tristesse inexpliquée. Elle avait porté ce secret toute sa vie. Zeinab, brisée, leva les yeux vers Alhaji. « Et tu m'as volé ma vie. » Il s'approcha, posa une main froide sur son épaule et dit d'une voix implacable, « Non, ma fille. Je t'ai donné la vraie valeur de ta vie. Sans moi, tu n'aurais été qu'une étudiante de plus, perdue dans la foule de Légorce. Grâce à moi, tu seras éternelle. » Elle se redressa, ses larmes se transformant en rage. Éternelle dans la pourriture ? Dans la honte ? Sa voix tremblait, mais ses yeux lançaient des éclairs. Alhaji recula légèrement, surpris par son courage. Un silence pesant s'installa, seulement troublé par le bruit lointain des vagues frappant les murs de la villa. Zeinab sentit un feu brûler en elle, plus fort que la douleur, plus fort que les asticots qui la dévoraient. Elle n'était plus seulement une victime. Elle était une héritière d'un secret qu'elle refusait de porter. Elle se leva, vacillante mais déterminée, et fixa le milliardaire dans les yeux. « Si tu crois que je vais me taire, tu te trompes. Je dirai tout. Même si je dois mourir, je dirai tout. » Alhaji Moussa la regarda longuement, puis un sourire glacé étira ses lèvres. « Qui te croira, Zeinab ? Tu sens déjà la mort. Tu n'es plus qu'une carcasse vivante. Le monde ne t'écoutera pas. » Elle resta figée, son souffle haletant, son cœur battant à rompre sa poitrine. Ses jambes tremblaient, mais son esprit était clair. Elle savait qu'elle n'avait plus beaucoup de temps. Mais elle savait aussi que son histoire ne s'arrêterait pas ici. Au loin, les lumières de Légorce continuaient de scintiller, indifférentes et magnifiques, comme si la ville elle-même se nourrissait des larmes de ceux qui la rêvaient. Et Zeinab, dans ce salon doré, comprit qu'elle portait désormais une vérité capable de faire trembler les murs de la richesse. Une vérité que même la mort ne pourrait effacer. Cette histoire rappelle que la quête effrénée du luxe sans patience ni discernement peut coûter bien plus cher que la pauvreté elle-même et que derrière les paillettes se cachent parfois des pièges mortels. Elle enseigne que la dignité, la prudence et la patience sont des richesses plus durables que l'argent facile. Si tu as lu jusqu'ici, partage cette histoire autour de toi et écris en commentaire la plus grande leçon que tu retiens pour éveiller d'autres consciences.